était une fois, toi puis moi, perdu quelque part, loin, très loin, du bruit strident qui fait la vie quand on n'a plus le temps de se perdre dans l'autre puis de prendre son temps. Il était une fois, toi qui m'aimes encore. Aime-moi encore. Aime-moi encore. Aime-moi encore. Aime-moi encore. Aime-moi encore. Bonjour tout le monde. Bienvenue au webinaire Pig Channel d'aujourd'hui. Premièrement, je voudrais vous remercier d'être présents encore pour suivre nos webinaires, à tous ceux qui sont présents. Deuxièmement, je voudrais vous dire que le webinaire d'aujourd'hui est présenté par Déméter Services vétérinaires. Je voudrais aussi remercier puis présenter le partenaire vedette d'aujourd'hui qui est Zenpro, qui se trouve être le partenaire vedette pour ce webinaire-là aujourd'hui. Un petit rappel à ceux qui sont habitués ou pour ceux qui n'ont pas l'habitude de partager ou d'assister par le passé, vous pouvez poser des questions pendant le webinaire sur la section Q&A, so Q&A dans le bas de votre écran. Donc, soit dans le bas ou dans le côté de votre écran, vous pouvez trouver la section, puis poser des questions tout au long du webinaire. On va essayer de répondre à vos questions à la fin de chaque présentation, puis on aura une session ouverte s'il reste du temps à la fin de la session. Ensuite de ça, je vais juste rappeler qu'il va y avoir aussi un tirage de 3 prix de présence pour les gens qui ont assisté en direct. Le tirage va avoir lieu la semaine prochaine, je crois, en direct sur le Facebook de Pig Channel. Vous allez recevoir, dans le fond, là, un avis pour les informations sur le tirage en question. Puis, enfin, je voudrais vous présenter la personne qui va commencer la présentation aujourd'hui, Dr. Karine Talbot. Dr. Karine Talbot est vétérinaire chez iLife au Manitoba. Elle est directeur responsable de la santé pour les élevages, donc responsable de la biosécurité, la santé porcine, le bien-être animal. iLife, c'est une entreprise qui possède aujourd'hui au-dessus de 100 000 truies dans l'Ouest canadien et dans le nord des États-Unis, mais principalement au Canada. Puis, ils ont aussi un abattoir au Manitoba et un abattoir au Minnesota. Donc, Karine va nous parler aujourd'hui de l'influenza. Elle va nous parler de l'approche qu'elle utilise dans ses réseaux de production pour le contrôle et la prévention de l'influenza, principalement au niveau des maternités, mais qui a un impact aussi sur l'ensemble du réseau. Donc, sur ça, j'invite Karine à se mettre en ligne avec nous, puis à partager son écran. Bonjour, Karine. Bonjour. Et voilà. Bonjour tout le monde, bon après-midi. Merci de prendre le temps. Je suis sûre qu'il y en a plusieurs qui pensent aux vacances ou qui ont déjà été en vacances. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de notre programme de contrôle d'influenza chez iLife, puis de comment on s'est rendu où on est là, qu'est-ce qu'on a appris entre-temps, puis un peu des performances qu'on a vues aussi. Juste avant que je commence dans nos protocoles, juste pour présenter un petit peu où iLife on a nos fermes. Vous voyez ici une carte de l'Ouest canadien. Dans le bas de l'écran, vous voyez un cercle bleu, ça c'est le sud du Manitoba. Nous, on est surtout situé où l'étoile, c'est notre bureau chef. Plusieurs de nos fermes sont dans le sud-est du Manitoba et notre abattoir est au milieu. Puis un peu ici en Saskatchewan, il y a un cercle bleu. Ça, c'est on a un autre flot de cochons qu'on élève environ au milieu de la Saskatchewan. Donc ça, c'est où la plupart de la production chez iLife est située. On en a aussi aux États-Unis. Comme Sylvain a dit, on est à plus de 100 000 truies que iLife a au Canada, au-dessus de 35 maternités.
Ici, je ne m'attends pas à ce que vous puissiez lire tout ce qu'on présente ici, mais c'est un peu pour expliquer comment on fonctionne chez AirLife. C'est nos pyramides de production. En haut, complètement, vous avez les 3 centres d'insémination. Je suis désolée, je cherche mes mots. Je suis pas mal plus habituée maintenant en anglais, même si ma langue maternelle, c'est le français. Donc, on a nos centres d'insémination ici, en top de la pyramide. Puis, ce que vous voyez en vert plus foncé, ce serait nos maternités qui produisent la génétique. Les bleus, c'est leur pouponnière, les jaunes, leur finition. Donc, ça va être nos fermes de remplacement d'animaux. Ensuite, le vert un peu plus pâle, ça va être nos maternités commerciales qui vont dans les pouponnières et dans les finitions. Ce que je voudrais ici souligner, c'est simplement comment on travaille en flow assez dédié. On essaie de garder nos cochons dans des flots séparés, puis pas nécessairement beaucoup de crossover où on promène pas nécessairement beaucoup les cochons de flow en flow. On essaie de garder ça assez en unilingue, vraiment par flow. Ça marche pas toujours parfaitement, mais ça aide beaucoup au côté de la santé. Donc, un peu notre historique d'influenza. Qu'est-ce qu'on a vu à travers les années? Bien, ça a toujours été présent. C'est rien de nouveau, l'influenza. Quand j'ai fouillé dans la base de données, on en a retrouvé depuis 2006 des souches. Je suis sûre qu'il était là avant aussi, mais c'est là qu'on a commencé à être plus organisé au niveau des résultats de laboratoire puis cumuler ça dans une base de données. À ce moment-là, c'était des H3N2 qui étaient différents de ce qu'on voit maintenant, puis on voyait aussi du H1N1 classique. En 2009, comme tout le monde le sait, l'introduction de ce qui a été appelé la souche pandémique d'influenza H1N1 a été introduite. On n'en a pas eu à ce moment-là beaucoup chez AirLife, mais ça a commencé. En 2015, une année assez difficile pour nous au niveau du H1N2. C'est là qu'on n'avait pas trouvé beaucoup de H1N2 jusqu'en 2015 dans nos cochons. Puis là, ça a commencé. Et 2017-2021, je les ai groupés, mais on a eu ce que j'appelle le nouveau pandémique ou une variante du H1N1. Puis on a eu l'introduction de 2 nouveaux H3N2 dans nos troupeaux. Donc ici, ce que vous voyez, c'est par année un peu le nombre de cas, puis les couleurs démontrent les souches qu'on a vues. Donc, comme je disais, en 2006, des H3N2, un peu de H1N1, puis tout à coup, ça a changé beaucoup plus. Vous voyez le vert en H1N2 et en nouvelle variante de pandémique. Maintenant, vous pouvez vous demander, bon, ben pourquoi qu'il y a des spikes comme ça? C'est-tu qu'il y a eu soudainement beaucoup plus de cas? Oui et non, c'est pas tout à fait vrai. C'est que, comme vous allez pouvoir le voir, on s'est mis à faire une approche beaucoup plus stratégique pour développer des vaccins autogènes. Puis pour arriver là, il a fallu se mettre à échantillonner beaucoup plus de cochons, beaucoup plus de fermes pour trouver les souches qu'on avait besoin. Donc, c'est pas nécessairement qu'on s'est mis à avoir énormément plus de cas. L'influenza a toujours été là, mais on s'est mis à être beaucoup plus stratégique et pour ça, on avait besoin d'échantillons. OK, là, je n'apprendrai rien. Qu'est-ce qu'on voit quand l'influenza rentre dans une ferme? Bon, si c'est une nouvelle infection, une nouvelle souche qui rentre, on voit une soudaine augmentation de la mortalité, des effets sur la production à tous les stages, la maternité, la pouponnière, la finition, les centres d'insémination. Les animaux tombent malades. On perd environ 1 à 2 des animaux sur 7 à 10 jours. Puis on va voir des pertes d'appétit, des infections secondaires. Donc, ça, c'est des infections, là, ce qu'on dit un outbreak. C'est une nouvelle souche qui rentre dans une de nos fermes. C'est pas vraiment ce qu'on deal avec le plus souvent. Je vais vous montrer ici un exemple de ce que ça peut faire dans une maternité, mais ça a des dommages assez importants. Donc là, vous regardez une maternité de 3000 truies quand le H1N2 est rentré en 2015. Cette maternité-là était vaccinée avec des vaccins commerciaux, avait eu de l'influenza dans le passé, mais pas cette souche-là. Puis quand le H1N2 est arrivé, on s'est mis à avoir des mortalités de truies. Donc ça, vous regardez le pourcentage de mortalité chez les truies par semaine. Donc vous voyez ici, on était bien en bas de 10 on avait quelques semaines ici, mais bien en bas de 10 puis soudainement, ça a augmenté. On a perdu énormément de truies. Je me souviens bien, c'est 40 truies en à peu près 10 jours. Puis après ça, les choses sont retournées un petit peu plus calmes. Ça a pris quelques semaines. Donc, ce qui s'est passé ici, je me souviens encore l'appel, on pensait que c'était l'introduction d'un glaçaire ou quelque chose comme ça. On a envoyé des cochons, des truies au laboratoire et on a trouvé une infection pure d'influenza. Donc, ça peut être assez dommageable quand une nouvelle souche rentre dans nos troupeaux. Maintenant, ce que nous, on voit beaucoup plus, c'est les infections endémiques. Donc, l'introduction d'une nouvelle souche se fait, puis après ça, la souche reste dans les troupeaux de maternité. Ce qu'on voit après ça, c'est des effets sur la maternité, mais aussi sur les pouponnières. Donc, les porcelets ont de la difficulté à partir, ils vont pas bien manger, on voit du dépérissement, des radais, des infections secondaires, plus de strep, de la diarrhée. Puis, ce qu'on voit aussi chez les truies, c'est des infections sous-cliniques ou cliniques, mais on va voir des mortalités de base plus élevées. Donc, 10 à 14 de mortalité chez les truies, mais ça va être souvent plusieurs raisons. On n'est pas capable de dire « Ah, mes truies meurent parce qu'il y a de la boiterie ». Ou ça va être de la boiterie, des truies qui ne filent pas bien, des truies qui mettent bas puis qui ont de la difficulté, des prolapses, c'est un peu de tout. Ce qu'on voit aussi, c'est les taux de conception qui sont plus bas, puis
souvent, les gens vont nous rapporter des nurse soft, des truies qui ne donnent pas de lait, puis qui sont obligés juste de les sévrer puis de donner les cochons à un autre truie. Donc, si c'est l'exemple, vous regardez de la mortalité en pouponnière, pas en maternité, mais en pouponnière, d'un flot qui a eu beaucoup d'influenza endémique. Et pas juste une souche, c'est un flot qui est dans une région très dense au Manitoba, dans le sud-est. C'est un numéro 6000 truies. Puis là, vous regardez la mortalité dans les pouponnières. Puis ce que j'ai mis ici en rouge un peu, c'est souvent l'hiver. Donc, on a fait aussi des études dans ce flot-là, qu'on a suivi des cochons à travers l'année. Puis c'est pas nécessairement que l'influenza disparaît. L'influenza était toujours là, mais quand les mois d'hiver arrivent, c'est très froid, on ferme la ventilation, on voit beaucoup plus de pertes en mortalité. On a débuté des essais avec la masse vaccination dans ce flot-là. C'était un de nos premiers en 2013-2014. Puis on était capable de réduire de beaucoup les départs en pouponnière devenaient mieux, on avait moins de mortalité, mais c'était pas tout le temps constant, dépendant du succès qu'on avait avec les vaccins. Puis on a été beaucoup plus stratégique depuis maintenant 2016-2017, on vaccine aux 4 mois. Je vais parler plus de cette stratégie-là, puis on a eu de très bons résultats. Maintenant, faut pas se fier, c'est pas toujours d'influenza. Ici, on a des spikes de mortalité qui sont dus à de la DEP. OK. Comment on contrôle ça, l'influenza? Bon, il y a peut-être plusieurs stratégies. Alors, je vais aller à travers une couple qui pourrait être considérée. Il y aurait le choix de faire rien. On pourrait décider de ne pas vacciner ni nos cochettes ni nos truies. Je dois dire que ça, on ne l'a pas essayé. Mais la logique ici, c'est que quand on a le mauvais vaccin, ça va pas bien. Si on a la mauvaise souche ou le mauvais vaccin ou le vaccin commercial qui n'a pas la souche qu'on a dans nos fermes, ce qu'on voit, c'est que ça l'aide pas du tout. Donc, selon moi, en théorie, si on vaccine pas du tout, ça va pas nous aider. Les vaccins commerciaux, présentement, ça ne fonctionne pas. Nos souches qu'on a, on fait beaucoup de séquençage. Les souches qu'on a dans nos troupeaux sont très loin des souches des vaccins commerciaux présentement offerts. On parle de 95 à 96 de distance dans le séquençage, puis on en a certaines, on est rendu à des 92 90 on est très loin d'être dans ce que les vaccins commerciaux. Donc, les vaccins autogènes, c'est ce qu'on a développé depuis quelques années, ce qu'on utilise beaucoup plus. Par contre, ça nécessite encore là, comme les vaccins commerciaux, ça nécessite qu'on ait la bonne souche dans notre vaccin. Il faut toujours avoir les souches les plus récentes qui circulent. Puis ça semble facile à dire, mais c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Il faut constamment être à la recherche de notre nouvelle souche, puis il faut la mettre dans le vaccin en temps, puis là, ça va marcher. Donc, comment on fait ça? On travaille beaucoup sur l'isolation et la culture des virus. Donc, idéalement, on choisit le haut de notre pyramide de production. Donc, dans les quarantaines, dans les multiplicateurs, si on a de l'influenza, là, c'est un choix facile. On s'en va chercher cette souche-là, puis on la met dans nos vaccins. Certaines souches sont beaucoup plus difficiles que d'autres à aller isoler. Donc, les H1N2, on a moins de succès. C'est beaucoup plus difficile à mettre dans nos vaccins que des H3N2. C'est une chose que nous, on a observé à travers le temps. Ici, ce que vous voyez, c'est le nombre de soumissions qu'on fait au laboratoire par année. Là, donc, ça varie, là, 61, 80, 46, 70. Vous allez vous demander, bon, 2020, c'était une année horrible pour l'influenza. Pas tout à fait. On a acquis un nouveau système de production de 35 000 truies. Donc, en faisant l'acquisition, automatiquement, on s'est mis à faire beaucoup plus de surveillance pour savoir qu'on avait, oui, acquis des cochons, mais aussi des nouvelles souches d'influenza. Donc, on voulait savoir qu'est-ce qui se passait. Ce qu'on soumet, nous, c'est beaucoup les poumons et les swabs nasaux, pas de salive. Peut-être les gens vont se demander pourquoi. On fait beaucoup de salive, des tests PCR. Ça va nous dire vite, OK, on a un PCR positif, on a de l'influenza, mais dans mon expérience, c'est pas très bon si vous voulez faire l'isolation ou de la culture de virus. Il y a trop de contaminants dedans. Donc, si on veut juste avoir un diagnostic rapide, on va utiliser de la salive. Si on fait la surveillance dans le but de faire un vaccin, on va toujours avec les poumons ou les swabs nasaux. Puis, je l'ai pas mis ici, mais dernièrement, dans les derniers quelques mois, 2-3 mois, ce qu'on fait, c'est en fait des swabs laryngiaux et on a un taux de succès excessivement élevé. On est vraiment heureux avec ça et c'est pas très compliqué à faire. Donc, maintenant, on fait beaucoup de swabs laryngiaux. On fait toujours les PCR de base. On fait le PCR pour déterminer c'est quoi le H, c'est quoi le N de l'influenza et on fait la séquence et on fait la culture. Donc, si c'est négatif quand on échantillonne, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas abandonner de suite. C'est pas que l'influenza n'est pas là. On a eu ça souvent. Ça peut être simplement qu'on a pris les mauvais cochons. Ceux-là n'excrétaient pas le virus à ce moment-là. Ça peut être le mauvais timing. On était trop tôt ou trop tard par rapport à quand l'influenza circule. Aussi, dans une situation de outbreak, comme j'ai décrit, la maternité qui a une nouvelle souche d'influenza, beaucoup plus facile à isoler parce que les animaux sont très malades, le virus circule beaucoup. Quand on tombe dans des situations endémiques où le virus est endémique, c'est beaucoup plus difficile à aller chercher. Il faut que tu trouves l'animal qui excrète le virus à ce moment-là. Là où on a le plus de succès, c'est souvent les porcelets, juste quelques jours après le sévrage, après qu'ils ont été mélangés en pouponnière, pas trop longtemps après, mais à peu près 3 à 5 jours après l'entrée en pouponnière. Si possible avec la fièvre, c'est là qu'on a le meilleur succès.
Donc, on n'arrête jamais. On fait tous nos nouveaux cas d'influenza. À chaque fois qu'on a une ferme qui va nous appeler avec un outbreak de toux ou de signes cliniques, on sait sûr qu'on va aller échantillonner pour l'influenza. Mais on fait également de la surveillance dans nos flots endémiques. Dans les fermes où ça va bien, on va aller quand même échantillonner un certain nombre de cochons pour voir pour comparer, pour voir si nos vaccins fonctionnent, des choses comme ça. Comment on approche, maintenant qu'on a tout isolé ça, nos vaccins, nos virus, maintenant qu'on sait qu'est-ce qui circule, nous, ce qu'on fait maintenant, c'est des vaccinations autogènes aux 4 mois. Idéalement, on vise le mois d'août, juste avant le début de l'école, autour de la période d'hiver, novembre-décembre, puis mars-avril. Donc, c'est pas tout à fait exactement aux 4 mois, mais c'est 3 vaccinations annuelles à ces moments critiques-là. Puis c'est souvent là où on voyait les pires outbreaks. On fait une dose à toutes nos truies, toutes les truies. On n'en skip pas une, sauf s'il y en a certains qui sont vraiment dus pour aller au marché d'abattoir. Les cochettes, on les fait 2 doses avant l'entrée dans la maternité. Nous, on a des quarantaines dans toutes nos fermes. Ils font 2 doses d'autogène juste avant qu'ils rentrent dans la maternité et on a des vaccins 21 jours de retrait. Donc, c'est pas si pire, même si on fait les 6000 truies toute la même journée, d'avoir 21 jours de retrait, on est capable de manager ça. Maintenant, la question, est-ce que ça marche? Oui, vraiment. Si on a la bonne souche, on a du succès. Ce que j'ai fait ici, c'est une analyse pas très poussée, mais assez simplifiée, mais on voulait savoir, parce que c'était une des questions quand on a commencé ça, est-ce que ça vaut la peine d'investir le temps, l'argent à faire des vaccins autogènes? Est-ce que ça marche, les masses vaccinations? Donc, ici, ce que vous regardez, c'est en 2015, on a juste fait une analyse de nos maternités avec la mortalité pré-sevrage, la mortalité des truies, les taux de conception, les retours, les avortements. Juste certains paramètres importants en production. Et on a regardé tous nos troupeaux où on avait fait des masses vaccinations, donc 20 maternités à ce moment-là. Et on s'est dit, OK, si on regarde en général cette production-là, sont-ils mieux, pire ou stable avant et après la masse vaccination? Puis comme vous pouvez voir, à ce moment-là, on avait eu 40 qui s'étaient vraiment améliorés, 40 qui n'avaient pas de changement, puis 20 qui étaient devenus pires. Mais là, attention, c'est pas le vaccin qui les a rendus pires, c'est probablement, il peut y avoir eu un autre challenge de maladie, il peut y avoir eu une souche d'influenza qui est rentrée, qui n'était pas dans le vaccin. En 2016, ici, notre taux de succès a vraiment augmenté. Puis la raison, c'est qu'en 2015, comme j'ai dit, il est arrivé un H1N2 qui n'était pas dans notre vaccin autogène. Puis par 2015, on a réussi à l'isoler, on l'a mis. En 2016, elle était dans notre vaccin. Et là, on a fait une masse vaccination. Et comme vous pouvez voir, on a eu 65% de nos fermes qui se sont améliorées en production. Immédiatement après, là, en dedans de 1 mois après qu'on a fait la masse vaccination, la production s'est mise à monter dans 13 des 20 fermes qui l'ont reçue. 30%, 6 sont restés pareils, une est devenue pire. Encore là, comme je dis, c'est pas une grosse analyse très scientifique, là. Ça peut simplement vouloir dire qu'il y avait d'autres challenges ou ceux qui sont stables n'avaient pas d'influenza nécessairement à ce moment-là. Ça, c'est bien beau, ça marche jusqu'à ce que la nouvelle souche arrive, l'influenza. Maintenant, si on va un peu plus, là, j'ai présenté 20 fermes, on va aller un peu plus en détail des cas vraiment cliniques. Ici, on a la maternité, on va l'appeler C. C'est une ferme qui, en 2015, c'était aussi une de nos premières quand on expérimentait avec la vaccination autogène. Vous regardez présentement les performances, 3 éléments, la mortalité des truies, les avortements et la mortalité pré-sevrage. On regarde 6 semaines avant notre vaccination, puis 6 semaines après. Puis j'ai exclué là, les 3 semaines tout de suite après qu'on vaccine, là, juste pour donner le temps aux truies de développer l'immunité. Donc, comme vous pouvez voir ici, c'est assez significatif. Là, la mortalité des truies était autour de 12% et a diminué à 7% juste 6 semaines après la masse vaccination. Les avortements sont quasiment devenus nuls. Puis la mortalité pré-sevrage, on a aussi vu une légère amélioration. Donc, ça, c'était significatif aussitôt qu'on a fait le vaccin. Un autre exemple, plus récent, 2018, vous regardez la même chose, 6 semaines avant, 6 semaines après, en excluant les 3 semaines immédiatement après la vaccination. La mortalité des truies dans celle-là était extrêmement élevée, de 17%, puis est descendue à 6%, tout juste autour de 7% après qu'on ait fait la vaccination. C'est une amélioration d'au-dessus de 10% en mortalité des truies. Les avortements ont diminué de moitié. La mortalité pré-sevrage est restée environ pareille. Puis j'ai ajouté ici les truies qui étaient sevrées sans portée, des truies qui sèvent 0, qui sont pas capables de donner de lait, finalement, une amélioration de quasiment 5% de ces truies-là. Donc, des numéros assez significatifs. Puis ici, je l'ai mis même par semaine pour vous montrer. Si vous regardez la mortalité des truies,
Ça, c'était cette ferme-là se situait entre 8 et 10 environ de mortalité des truies avant que l'influenza arrive. L'influenza est arrivée, on a eu des mortalités de truies extrêmement élevées. On a vacciné, puis les choses se sont calmées par la suite. Pourquoi on a pu vacciner aussi rapidement? Simplement, cette ferme-là était due pour une vaccination de masse et n'avait pas commandé leur vaccin. Elle avait décidé de ne pas le faire, il était occupé, il n'avait pas le temps. Fait que quand ils m'ont appelé, on a fait le diagnostic. Automatiquement, on a dit, c'est de l'influenza, dépêchez-vous, le vaccin est en stock, faites votre vaccination. Puis on a vu immédiatement le succès. Donc, est-ce que ça marche? Vaccination de masse versus mise bas, c'est souvent une question que j'ai. Pourquoi on a décidé, nous, d'aller avec des vaccinations de masse 3 fois par année, plutôt que simplement l'inclure avant la mise bas? On le faisait avant la mise bas dans le passé, surtout avec des vaccins commerciaux. Puis, éventuellement, on a déplacé vers la vaccination de masse et on voit beaucoup plus de succès. Peut-être plusieurs raisons. Une des théories qu'on a, c'est le gain d'immunité. Toute la ferme au complet, en même temps, tous les animaux ont la même immunité quand on fait une masse vaccination. Sinon, dans les grosses fermes comme on a, des 6000, on a l'impression qu'il y a peut-être des pockets, certains coins, certaines zones de la maternité que les animaux n'ont plus d'immunité. Ça permet au virus de circuler là, de muter un petit peu. En faisant tout le monde en même temps, un peu comme on entend beaucoup parler aux nouvelles présentement, le COVID, on veut atteindre l'immunité de masse. C'est exactement ce qu'on va chercher ici avec nos vaccins d'influenza. Ou est-ce que c'est juste qu'on a simplement un meilleur vaccin depuis les dernières années parce qu'on est tout le temps en train de mettre la dernière souche dedans? Possiblement aussi. Pourquoi aux 4 mois? C'est pas venu comme ça au hasard. J'ai pas choisi ce numéro-là au hasard. C'est comme je dis, ça fait plusieurs années qu'on travaille là-dessus. On a fait énormément d'échantillonnage. On a testé dans plusieurs fermes. Puis ce qu'on s'est rendu compte, c'est que la vaccination de masse n'élimine pas le virus de la ferme. C'est pas une élimination qu'on fait ou une éradication. Ça ramène les choses beaucoup plus calmes, la production beaucoup meilleure. Le virus, cependant, circule probablement encore à des petits niveaux. Puis ce qu'on s'est rendu compte, c'est que si on va à plus longtemps que 4 mois, on se met à revoir le virus circuler beaucoup plus au niveau des porcelets. Tout recommence. Je ne sais pas si l'immunité est juste pas assez longue, trop de courte durée. Je ne sais pas s'il y a trop d'infections dans les zones où on est, ou c'est parce qu'on rentre des cochettes positives. Ça arrive aussi. Mais pendant tous ces facteurs-là font que pour nous, le sweet spot, là, c'est vraiment à tous les 4 mois. Puis on le sait. Aussitôt qu'on arrive autour de 3 mois et demi, les fermes commencent à appeler, dire « Hey, je vois des signes, j'ai besoin de mon vaccin. » Puis ça semble être pour nous. Comme j'ai dit aussi, il y a l'été qu'on va aller jusqu'à 5-6 mois entre nos doses avec succès. Mais aussitôt qu'on arrive automne, hiver, printemps, on est plus rapproché. Effet de prévention également. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est des masses vaccination. On vaccine tous nos troupeaux chez iLife. Puis, on a sûrement un effet de prévention. C'est difficile à mesurer, par exemple, parce que comme on les vaccine d'avance avec des souches qu'on sait qui circulent, qui vont rentrer soit à travers le multiplicateur, parce qu'on va envoyer des animaux là, ou parce qu'ils sont le voisin d'une ferme qui a de l'influenza, probablement qu'on a moins d'effets cliniques de l'entrée de nouvelles souches. Ça fait longtemps que j'ai pas vu des outbreaks avec des nouvelles souches qui rentrent dans un troupeau, parce qu'on vaccine beaucoup en prévention. C'est quelque chose qui est difficile à mesurer, mais c'est l'objectif d'une vaccination, c'est ça. Donc, on est vraiment satisfait avec notre approche. Vaccins autogènes ARN, on commence à avoir un peu plus d'expérience. On les a utilisés dans nos fermes aux États-Unis. C'est une autre question qui vient souvent. Donc, c'est simplement que j'ai moins d'expérience présentement, mais on a commencé à en faire l'utilisation. J'ai eu, aux États-Unis, on a une ferme là-bas, ça fait plus longtemps que c'est approuvé, puis on en a eu des très bons succès. Donc, c'est quoi le futur du contrôle de l'influenza? Il n'y a pas de stratégie parfaite. Ce qu'on sait, c'est que les vaccins fonctionnent vraiment. En autant qu'on a la bonne souche dans le vaccin, puis jusqu'à ce que l'arrivée d'une nouvelle souche, c'est ça qui est difficile à prévoir, mais en faisant autant de surveillance comme on fait, aussitôt qu'on détecte une nouvelle souche dans une de nos fermes, on est capable de prévenir en l'incluant dans nos vaccins l'entrée dans d'autres fermes. La vaccination régionale, moi, j'y crois beaucoup, définitivement la voie du futur. Si tout le monde vaccine et prévient, si le virus ne circule pas d'une ferme à l'autre, si on peut prévenir ça, c'est sûr que ça va réduire la pression d'infection d'influenza. Par contre, comme vous avez vu, développer des vaccins d'autogènes, c'est pas simple. Ça nécessite énormément de temps et d'efforts. On est constamment en train de faire du diagnostic. Il y a des coûts à ça. Ça demande beaucoup de temps, mais c'est faisable. Nous, on s'est concentré sur les maternités. Aussi, c'est une question que j'ai souvent. Avez-vous déjà essayé de vacciner des porcelets en pouponnière ou en finition? Personnellement, on n'a jamais essayé encore. Premièrement, il y a le coût du vaccin qui n'est pas donné. C'est quand même des vaccins dispendieux. Puis, en pouponnière et en engraissement, ce qu'on essaye vraiment souvent, c'est si on contrôle les maternités, les effets là, il y en a un peu moins dans les régions. On a des outbreaks dans les pouponnières et engraissement, mais souvent, les cochons sont plus
pluvieux. Puis on a moins de problèmes clients. Pas toujours, par contre. Puis aussi, il faut trouver d'où viennent nos nouvelles souches. Est-ce que c'est les fermes voisines? Est-ce que c'est l'entrée de pochettes contaminées? Est-ce que c'est les employés? Parce qu'on sait que l'influenza est une zoonose et peut aller des gens aux cochons, des cochons aux gens. Donc, c'est un facteur très important à considérer dans le contrôle de l'influenza aussi. Donc, ça, c'est comment je me sens face à l'influenza. Je suis sûre, je ne suis pas la seule, mais j'ai l'impression que souvent, on court après notre queue. Donc, un jour, j'espère qu'on va réussir à rattraper et à avoir un meilleur contrôle sur l'influenza. Et c'est tout pour moi, mais je crois qu'on a le temps pour quelques questions. Oui, bonjour. Merci beaucoup, Karine, pour la présentation. C'était excellent. Je pense que ça permet aux gens de voir un peu des avenues potentielles pour le contrôle de l'influenza. Puis comme tu disais, chez iLife, tu as la chance d'avoir un nombre de fermes qui représente quasiment une région à lui seul. Il y a des défis encore là, pour les fermes indépendantes pour arriver à une protection similaire, mais ça donne des pistes très intéressantes. Oui, je propose qu'on y aille avec une couple de questions. On a reçu plusieurs questions. La première question, là, quand on dit que les vaccins commerciaux ne sont pas efficaces, la question, c'est est-ce que c'est mieux d'en utiliser un que de rien faire ou on fait juste perdre notre temps? Très bonne question et pas nécessairement facile à répondre. Moi, notre approche qu'on a faite, nous, c'est qu'on n'a jamais quitté les vaccins commerciaux puis même, je les ai gardés longtemps en parallèle avec nos vaccins autogènes jusqu'à ce qu'on soit satisfait puis on comprenne un peu plus ce qui circulait dans nos fermes. Je dirais qu'un est mieux que rien. Parce qu'il y a quand même une certaine protection croisée qui se produit. Mais vraiment, la clé ici, c'est de savoir qu'est-ce qui circule dans la région, qu'est-ce qui circule dans la ferme spécifique. Puis en faisant des comparaisons de séquences, il y a des spécialistes au Canada qui peuvent aider à faire ces analyses-là, puis ils sont capables de nous dire. Mais moi, je dirais qu'un est mieux que rien. Ça serait, ouais, j'oserais pas y aller avec des animaux complètement naïfs. Mais des fois, c'est juste pas une protection assez pour vraiment avoir le bénéfice d'un vaccin. C'est bien. Moi, si je peux rajouter là-dessus, là, je pense qu'entre autres, comme le H1N1 pandémique, entre autres, là, on sait que cette souche-là est probablement encore d'actualité puis est disponible dans des vaccins commerciaux. Par contre, là, les H3N2 qu'on voit au Canada semblent être pas mal différents de ceux qui sont disponibles. Il y avait une autre question. Combien de souches dans les vaccins autogènes maintenant utilisés? Donc, la question, c'est jusqu'à combien de souches tu peux te permettre d'inclure dans un vaccin autogène? Nous, c'est ça, on travaille avec Dr. Detmer beaucoup en Saskatchewan, notre spécialiste de référence. Puis vraiment, tous nos vaccins, on les regarde, puis on travaille avec la place qui font les vaccins aussi. Puis ce qu'on s'est fait dire, c'est qu'à part 5 souches, ça serait le maximum. Nos vaccins ont inclus de 1, 2, 3, 4 souches en général. Je dirais que le dernier vaccin qu'on vient de faire là inclut 5, c'est le maximum qui nous a été recommandé. Puis pas aussi, c'est juste ça, c'est qu'il faut faire aussi attention aux souches qui sont incluses dedans. Il peut y avoir de l'interférence, les H3N2 en particulier. Il y a un maximum de 2 H3N2 par vaccin qui devraient être inclus parce qu'ils prennent le dessus sur les autres. OK. Merci pour la réponse. Peut-être une dernière petite question, puis on va passer au deuxième bloc, puis on pourra revenir avec les autres questions plus tard, là, s'il nous reste du temps. Le coût d'un vaccin autogène versus un vaccin commercial. Je ne sais pas si tu peux commenter là-dessus, mais moi, ce que j'avais en tête, là, c'est probablement, grosso modo, là, 1 à 2 $ de plus par dose, probablement, pour un vaccin autogène qu'un vaccin commercial. Oui, c'est ça, j'aurais dit vaccin autogène définitivement plus dispendieux. Surtout, ça va pour nous, avec le nombre de souches que tu inclus, comme on est rendu à 5, c'est des coûts plus dispendieux, c'est sûr. C'est bien. Mais quand on regarde, même si on fait 4 doses par année, à, mettons, 1,5 $ de plus, on parle de 6 $ par truie. C'est facile de perdre beaucoup plus que ça en avortement, en mort-né, momifié, si on n'a pas le contrôle sur l'influenza. Exactement. Vous avez vu un peu les numéros que j'ai présentés. Il y a une raison pourquoi on continue chez iLife à le faire rigoureusement à tous les 3-4 mois. C'est qu'on a vu un bénéfice. Oui. C'est un investissement, je dirais. Parfait. Bon, mais je te remercie, Karine. Je vais te mettre en hold. Donc, je vais aller avec la suite de la présentation, puis on revient vers la fin. Donc, je vais partager mon écran.
Donc, moi, aujourd'hui, je vais vous parler de circovirus porcin. Principalement, notre expérience avec le circovirus, l'évolution un peu de la maladie, puis la prévention, ce qui peut être fait au niveau prévention. Je tiens à dire en commençant que la présentation que j'ai faite, c'est un peu avec la contribution là, de Dr. Darren Madsen et Ryan Tenbergen, qui est un de nos collègues partenaires dans la clinique Déméter. On a eu une présentation plus tôt cette année là, où ces deux interlocuteurs-là ont présenté sur le circovirus certaines sections. J'ai repris une partie de leur travail là, que je vais vous présenter en français, plus de l'information que moi j'avais collectée de mon côté au niveau du laboratoire Déméter. Donc, pour commencer, je vais parler des circovirus porcins en général. Les circovirus porcins, il y en a 3 types qui sont reconnus, le circovirus type 1, le PCV2 type 2 et le type 3. Premièrement, le type 1, c'est principalement là, un contaminant de lignée cellulaire. Ça n'a jamais été reconnu comme un virus pathogène chez le porc jusqu'à aujourd'hui. Ensuite de ça, il y a eu le circovirus type 2 qui a été décrit comme une maladie clinique qui causait du dépérissement pour la première fois en 1991 dans l'Ouest canadien. Puis ensuite de ça, au début des années 2000, là, il y a eu vraiment une explosion des signes cliniques associés au circovirus type 2 en Europe et au Canada, aux États-Unis, puis un peu partout dans le monde. Par contre, quand on parle du circovirus type 2, ce qu'on peut voir, c'est que dès les années 60, en faisant des recherches dans des échantillons archivés, on peut voir que le virus était déjà présent chez les porcs au début des années 60. Mais c'est seulement en 91 où la maladie a été décrite pour la première fois. Le PCV3, dont on va parler un petit peu, ça, c'est un virus qui est nouveau, qui a été découvert ou rapporté pour la première fois en 2016. Par contre, encore une fois, quand on regarde dans les échantillons, on voit que c'était présent. On aurait pu reculer jusqu'à 1990 où on a trouvé la présence du virus. Mais pour la première fois, on l'a décrit en 2016, puis on l'a retrouvé associé à des lésions potentielles. Rapidement, pour vous donner une idée de la différence entre ces différents virus-là, c'est sûr qu'entre le PCV1 et le PCV2, il y a 68 d'homologie. Donc, c'est vraiment des virus qui sont quand même assez différents. Entre le PCV2 et le PCV3, c'est encore plus. Là, on a 35 d'homologie seulement. Puis avec la diapositive suivante, le PCV2, je vais vous parler un petit peu de circovirus type 2, qui est celui qu'on connaît le plus, avec lequel on a eu beaucoup de problèmes cliniques au début des années 2000. La vaccination est arrivée, ça a vraiment réglé nos problèmes. Premièrement, c'est très répandu. Là. Il n'y a aucun élevage négatif connu au Canada, puis même c'est très rare probablement mondialement. C'est une maladie qui est économiquement importante. Je pense que tous les gens, là, les producteurs qui étaient présents au début des années 2000 ont pu le constater. C'est estimé entre 3 et 20 $ par porc l'impact de la maladie dans un élevage. La transmission du virus se fait soit de façon horizontale d'un porc à l'autre, de façon verticale de la truie à son porcelet, ou par l'environnement aussi, parce que le virus est très résistant dans l'environnement. Juste des exemples, le virus va résister à une chaleur de 120 degrés pendant 30 minutes avec seulement un log de réduction de la masse virale, ce qui est très peu. Il a été reconnu comme résistant à la pasteurisation avec les températures standards de pasteurisation. Puis le virus est stable à un pH de 3 qui va habituellement être néfaste pour la plupart des autres virus. Donc, c'est un virus qui est très résistant dans l'environnement. Autre point, moment de l'infection, l'infection arrive généralement là, entre 7 et 15 semaines d'âge. On pense que c'est, dans le fond, que ça concorde avec la baisse de l'immunité maternelle là, que les mères transfèrent au porcelet. Mais parfois, ça peut arriver plus jeune. Il y a les porcelets qui peuvent s'infecter in utero, qui vont venir au monde positif, ou qui vont s'infecter en jeune âge là, dans des maternités instables. Le diagnostic du circovirus, ça prend 4 points importants là, pour confirmer la présence de circovirus. Premièrement, il faut trouver le virus qui soit présent avec des tests PCR, mais ce n'est pas suffisant. Juste de détecter le virus, là, ça ne veut pas dire qu'on a la maladie. Il faut également mettre en évidence les lésions histologiques dans les tissus, comme on voit là, sur la photo numéro 2. C'est vraiment une déplétion lymphoïde qui va être vue, donc il y a des lésions typiques.
Il y a aussi après ça un test d'immunohistochimie qui va permettre de montrer que le virus est associé aux lésions directement. Puis finalement, le quatrième point, mais ça nous prend des lésions. Des lésions, c'est principalement du dépérissement qu'on va voir sur des porcelets ou on peut voir aussi là, des fois augmentation d'avortement ou problèmes reproducteurs dans les troupeaux de truies. Bon, pourquoi on a tenu à vous parler un petit peu de circovirus cette année? C'est parce qu'à la fin de l'année passée, on a vu une recrudescence un peu des cas de circovirus. Suite à la vaccination, c'était très calme, tout se passait bien, mais on a eu quelques cas en fin de l'année dernière qui ont parlé de circovirus. Ici, je vais vous présenter là, des diapositives qui ont été mis ensemble par Ryan Tenbergen, notre collègue, sur plusieurs cas qu'il y a eu dans des pouponnières en Ontario, entre autres. Donc, il y avait plusieurs fermes affectées. Principal signe clinique, c'est une mortalité élevée en pouponnière. C'était plusieurs bâtiments, mais entre autres, il y avait 3 réseaux là, qui étaient impliqués. Les signes cliniques étaient similaires dans tous les élevages, du dépérissement principalement qui commençait environ une semaine à 10 jours après le sevrage, de la mortalité qui augmentait en pouponnière autour de la 2e à 3e semaine de pouponnière jusqu'à la fin. Les animaux qui étaient affectés semblaient là, dépérir rapidement, puis la plupart allaient mourir en 2 à 3 jours. On a essayé une combinaison de médicaments dans ces lots-là au début, en voyant la mortalité, le dépérissement, sans succès, malgré des médicaments dans l'eau, dans le moulé, très peu de succès. Je dois dire que dans la plupart de ces fermes-là, il y avait aussi une composante SRRP. Le SRRP était présent, donc ça, c'est un point à considérer. Mais tout de même, il y a eu des investigations qui ont été faites dans ces fermes-là, puis on a trouvé des lésions qui étaient compatibles avec du circovirus. Pour vous donner une idée, les mortalités, on parlait là, de 2 à 4 %, on est monté à 8 à 10 % dans un des réseaux. Dans le deuxième réseau, on avait des mortalités en pouponnière de 2 à 5 % historiquement. Puis ça, c'est un réseau qui jumelle plusieurs maternités sources dans les mêmes pouponnières. Là, on est monté à 10 à 12 %. Ensuite, on avait un autre réseau avec une maternité simple qui a eu des mortalités jusqu'à 25 à 30 % pendant une certaine période. Ici, je vais vous montrer là, un parc typique. Qu'est-ce qu'on peut observer? Bien, le signe clinique principal, c'est qu'au début, on voit des animaux qui sont généralement actifs dans un parc. La plupart des porcelets sont actifs, pas nécessairement de tout, pas de pompage. Par contre, on voit des porcs qui commencent à dépérir en premier. Donc, on va voir soit l'apparition de la colonne vertébrale, on peut voir même la cage thoracique qui apparaît chez certains animaux, puis d'autres qui ont vraiment un air un peu plus abattu. Les autres lésions typiques qui étaient observées sur ces animaux-là, c'est vraiment des ganglions lymphatiques qui étaient beaucoup plus gros que la normale, puis réactifs là, de couleur foncée. Vous pouvez voir là, avec les flèches blanches ici, l'ensemble des nœuds lymphatiques sur certaines carcasses qui étaient significativement augmentés. Il y avait quelques cas de porcelets qui présentaient des lésions comme ceux qu'on voit ici. Là. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle du PDNS habituellement. Là. Donc, c'est une dermatite, puis il y a aussi des lésions rénales, néphropathie en même temps chez ces animaux-là. C'est quelque chose qu'on voit assez rarement, c'est-à-dire que c'est habituellement à peu près 1 % des animaux infectés ou affectés vont présenter ces lésions-là. La plupart de ces cas-là vont mourir, mais c'est assez significatif. C'est quelque chose qu'on avait vu au début des années 2000 là, dans les cas de circovirus quand même. Donc, ça nous allumait une cloche. Bon, parlant de cloche, on s'est dit qu'est-ce qui cloche? Pourquoi on a ces problèmes-là dans les élevages? Premièrement, notre conclusion après investigation, c'était que l'infection était trop élevée au sevrage. Donc, on avait des porcelets qui étaient déjà positifs, déjà virémiques au sevrage. Certains, probablement, étaient nés virémiques. On avait des porcelets, on pouvait trouver du virus sur les porcelets à la naissance. D'autres qui s'infectaient en jeune âge sous les mères. Dans certaines pyramides, comme je disais, il y avait un mélange de porcelets. Donc, on avait des porcelets qui venaient de maternité qui étaient déjà infectés, d'autres qui étaient négatifs. On mélangeait ces porcelets-là ensemble, ça n'aidait probablement pas. Puis dans tous ces cas-là, les vaccins étaient faits en pouponnière, donc on était trop tard, on était après l'infection. Qu'est-ce qui a été fait pour essayer de corriger la situation? C'est une vaccination des troupeaux de truies principalement. Donc, vaccination de masse des troupeaux de truies, un peu la même approche que Karine a présentée au niveau de l'influenza pour réduire, dans le fond, l'infection chez les nouveau-nés.
On a aussi en même temps mis en jumelé une vaccination plus hâtive des porcelets, donc dès la castration, vaccination des porcelets avec une première dose d'un vaccin circovirus. Si je vous montre les résultats qu'on a eus dans ces fermes-là, on voit que, dans le fond, le même tableau qu'on voyait tantôt avec les différentes mortalités, si on parle de la ferme 1, après la mise en place de ces vaccinations-là, donc 1 mois après la vaccination de masse, les porcelets qui sont sevrés, qui sont venus au monde puis qui ont été sevrés plus tard, on a vraiment eu une diminution nette là, des mortalités en pouponnière. Donc, on est revenu à 1 à 3 %. Dans chacun des réseaux, on est revenu à des mortalités soit similaires à ce qu'on avait auparavant ou même meilleures. Si on parle du réseau 3, qui lui avait une mortalité encore plus élevée, il faut mentionner qu'on a aussi jumelé une vaccination SRRP, car le SRRP semblait avoir un rôle là, dans cette ferme-là également. Puis ça, c'est sans compter que dans ces fermes-là, on a atteint ces mortalités-là avec une réduction de l'usage d'antibiotiques significatif. Autre point rapide, dans tous ces fermes-là où on avait trouvé du circovirus, des lésions de circovirus auparavant, on a répété les tests là, suite à la mise en place des vaccinations, puis on a recommencé à avoir des résultats négatifs au circovirus en pouponnière dans les pyramides. Puis, on avait l'absence de lésions lorsqu'on soumettait des cas de mortalité ou de dépérissement, parce qu'il peut toujours en avoir encore quelques-uns, mais ça tombait des cas isolés, puis il n'y avait pas de lésions circo sur les nouvelles soumissions au laboratoire. Bon, maintenant, je vais parler un petit peu des échecs du contrôle du PCV2. Pourquoi on peut avoir des échecs? Premièrement, il y a toujours la possibilité que ce soit une mauvaise vaccination qui soit faite. Donc, est-ce que les animaux ont été bien vaccinés? Ça, c'est une question qu'on doit se poser. On peut le vérifier avec la sérologie, vérifier la réponse vaccinale. Ensuite, il peut y avoir un échec du timing de vaccination. Si on a par exemple, de l'interférence des anticorps maternels, dans certains cas, on pense qu'avec certains vaccins, ou surtout s'il y a des producteurs qui essaient d'utiliser des doses plus faibles de vaccins, ça peut engendrer des problématiques. Il y a également infection, dans le fond, l'infection qui survient avant que la vaccination soit faite. Donc, ça, c'est le cas qu'on vient juste de relater. Dans le fond, les cas cliniques qu'on a eus récemment, c'est ce qu'on avait conclu, c'est que l'infection était en place dans l'élevage sur les truies avant même qu'on puisse vacciner les porcelets. Puis, il y a aussi la théorie potentielle d'évolution virale. Est-ce que le virus peut se modifier puis faire en sorte qu'on a des cas cliniques maintenant? Je vais vous en parler rapidement, mais je ne pense pas nécessairement que ce soit le cas. Peut-être juste ici sur le petit tableau qu'on voit à l'écran, ça nous permettait de voir un petit peu aussi quand on analyse des résultats SRRP-PCR. En bas, on voit c'est les différents CT. Là. Un PCR, plus le CT est faible, plus le PCR est fort, plus on a du virus dans l'échantillon. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'en orange, c'était la distribution là, des PCR qui étaient associés à des lésions sur les animaux, versus en bleu, les PCR qui sont positifs, mais pas associés à des lésions. Donc, on peut voir qu'il y a des exceptions. Il y a des PCR qui peuvent être relativement forts, donc avec un CT bas, qui ne sont pas nécessairement associés à des lésions, mais habituellement, on voit plus souvent des lésions dans ces cas-là. Bon, j'ai parlé un petit peu, est-ce que le virus peut se modifier et causer des problèmes? Aujourd'hui, le PCV2, tranquillement, oui, il y a des mutations dans ce virus-là, il y a des nouveaux variants du virus qui sortent. Aujourd'hui, juste le PCV2 spécifiquement, on le sépare en 8 génotypes, là, A, B, C, D, E, F, G, H. Puis on voit qu'au fil des années, les différents génotypes sont apparus. Le virus n'est pas seulement présent chez le porc non plus, on voit tous ces variants-là chez le porc. Sur tous ces variants-là, il y a jusqu'à date seulement le A, le B et le D, donc PCV2A, PCV2B et D, qui ont été associés à des signes cliniques pour l'instant. Rapidement, ce qu'on voit, c'est un peu la distribution là, des différents patrons de PCV2 dans les différentes régions du monde. Donc, en général, les zones où il y a beaucoup de production porcine commerciale, on voit quand même que le PCV2B est très prévalent. Il y a en Asie, là, où il y a une augmentation, puis en Amérique du Nord, là, du PCV2D récemment. Bon, une question qui nous est posée souvent, c'est, il y a différents PCV2 aujourd'hui. Est-ce que les vaccins sont bons contre tous ces PCV2-là?
La réponse, c'est jusqu'à maintenant, avec l'information qu'on a, ce serait probablement que oui. Il y a eu, entre autres, il y a un résumé ici là, que je vous ai mis un petit tableau en anglais, mais ça nous montrait 6 études différentes qui ont vérifié la réponse immunitaire des animaux suite à une vaccination. Il y avait des groupes contrôle, puis il y avait ensuite un challenge avec une souche différente ou homologue. Puis, en général, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une protection croisée entre les 3 différents PCV2, A, B et D. Par contre, quand on a une souche homologue, on a parfois une protection qui est un peu plus complète par rapport à l'excrétion, mais par rapport aux signes cliniques et au développement de la maladie, il y a une très bonne protection croisée jusqu'à maintenant. Ensuite de ça, je vais passer là, au PCV3 un petit peu pour vous parler de PCV3. Ça, c'est un nouveau virus, comme on disait plus tôt, qui a été détecté récemment. Il y a eu premièrement 2 publications officielles là, qui ont parlé de la pathologie potentielle de ce virus-là. Une première qui venait de l'Université du Minnesota et de UC Davis qui parlait d'une maladie systémique qui créait une inflammation, dans le fond, là, multisystémique avec une myocardite, donc une inflammation là, des cellules cardiaques, du muscle cardiaque qui était typique. Il y avait eu 3 cas cliniques de rapportés dans cette première étude-là. Ensuite de ça, il y a le Kansas State University puis l'Université de l'Iowa qui ont tous les deux également là, publié des données sur des lésions de PDNS. Donc, ça, c'est un peu comme les lésions que je vous ai montrées plus tôt, les plaques sur la peau, sur des truies à ce moment-là, puis des problèmes de reproduction dans ces troupeaux-là. Puis, dans cette étude-là, ils ont fait aussi une analyse rétrospective là, sur des échantillons aléatoires pour voir que le PCV3 était quand même déjà présent dans plusieurs fermes, pas seulement dans les élevages où il y avait eu ces suspicions cliniques-là. Juste des images rapides pour vous montrer un petit peu, dans le fond, c'est des lésions histologiques là, de myocardite qui ont été mises en évidence. Puis les lésions de PDNS, là, on voit ici sur le pis d'une truie, entre autres. Puis des momifiés retrouvés là, sur une ferme dans lesquelles il y avait retrouvé du virus. Bon, suite à ça, on s'est posé la question, le PCV3, est-ce que c'est largement répandu? Est-ce que forcément c'est associé à des problèmes cliniques? Il y a eu des études qui ont été faites épidémiologiques dans plusieurs pays. En Chine, entre autres, ils ont identifié que pratiquement 60% des échantillons étaient positifs au PCV3, des échantillons porcins en général. Puis là-dessus, il y en avait un 40% qui étaient en co-infection avec du PCV2. Ensuite de ça, en Corée, eux, ils ont détecté 44% des échantillons positifs, puis 72% des fermes étaient positives qui ont été investiguées. Puis le virus qui était présent là-bas, le PCV3, était à 99,2% d'homologie avec celui présent en Amérique du Nord. Donc, c'était quand même une souche qui semblait très similaire à ce qu'on avait. Puis, il n'y avait pas nécessairement de signes cliniques rapportés dans ces pays-là jusqu'à ce moment-là. En Pologne, sur une investigation qui avait été faite dans 14 entreprises porcines, 85% de ces entreprises-là étaient positives, mais on avait trouvé du virus dans l'ordre de 26 à 28%, puis principalement sur les sérums de porcelet puis de truies, de porcelet et de porc en engraissement. Ce qui était un petit peu différent de ce qu'on voyait aux États-Unis. Sur le tableau qu'on voit ici, on voit qu'aux États-Unis, les prévalences de PCV3 sont de l'ordre de 15 à 30% sur les échantillons, mais on retrouve plus de virus sur les truies que sur les porcelets ou les porcs en finition. Donc, petite réflexion ou opinion sur le PCV3. Premièrement, il y a des questions qui se sont posées à savoir est-ce que le PCV2 amène une certaine protection contre le PCV3? Puis c'est pour ça que, vu qu'on a bien vacciné nos troupeaux, on n'a pas de problème. Bien, ça, c'est peu probable parce que, comme je l'ai dit plus tôt, là, il y a seulement 35% d'homologie entre les deux virus. Par contre, il y a plusieurs études qui ont aussi montré là, que la prévalence de PCV3 était la même dans des troupeaux vaccinés ou non vaccinés, entre autres sur des troupeaux reproducteurs. Donc, il ne semble pas que ce soit le cas. Si on parle à des pathologistes aujourd'hui, plusieurs d'entre eux vont se questionner beaucoup sur la
la virulence du PCV3 parce que ce qu'ils vont nous rapporter, c'est que les lésions sont quand même minimes. Puis on retrouve du virus dans plusieurs échantillons sans plusieurs qui n'ont pas de lésions nécessairement. Donc, il y a encore une question du côté des pathologistes. Par contre, du côté des vétérinaires praticiens, principalement là, des collègues américains avec lesquels on discute, pour eux, il y a une suspicion clinique évidente. Il y a des troupeaux dans lesquels ils ont vu des augmentations de morts-nés, augmentation de momifiés, mortalité de truies plus élevée. Puis je parlais de collègues américains. Nous, on a constaté la même chose dans certaines fermes au Canada également, sur certains sites où on a une augmentation des morts-nés, augmentation de la mortalité des truies. Puis curieusement, c'est des fermes c'est les fermes sur lesquelles on retrouve la plus grande quantité de PCV3. Donc, il semble avoir anguille sous roche un petit peu là-dessus. Ensuite, le PCV3, ben, il est continuellement trouvé dans ces fermes-là où on voit ces problèmes-là, puis en grande quantité. Puis l'autre point intéressant, nous, on n'est pas encore en mesure de commenter là-dessus. On a des fermes qui ont commencé la vaccination depuis 2 mois environ, mais aux États-Unis, il y a des fermes qui ont vacciné avec un vaccin PCV3, qui est un genre de vaccin autogène qui a été utilisé. Puis, il y a eu, dans certains cas, premièrement, une réduction de la détection du PCV3 sur les échantillons, mais aussi une amélioration des signes cliniques, pas dans tous les cas, mais dans certains cas. Donc, certains producteurs, certains vétérinaires semblent convaincus que le PCV3 joue un rôle dans la photo clinique de ces fermes-là. La position de l'équipe d'émetteurs là-dessus, ben, je vous dirais, c'est que je pense qu'il faut suivre ça de près, puis il faut investiguer. Il faut, je pense, continuer à suivre la prévalence du PCV3, surtout dans les maternités, parce qu'il semble que ça puisse expliquer des pertes de performance. Puis pour l'instant, on est à l'étape d'investiguer. Puis dans certains troupeaux où on suspecte fortement son implication, on a débuté la vaccination. Puis on va, d'ici les prochains mois, avoir un petit peu plus d'informations là-dessus. Bon, maintenant, pour terminer, je voulais vous présenter quelques données là, que j'ai extraites de la base de données du laboratoire d'émetteurs sur les prévalences de PCV2, PCV3 au cours là, des 4 dernières années, de 2017 à 2021. Je ne vais pas aller dans le détail de tous ces résultats-là. Là, je vais vous présenter un survol des points importants. Donc, si on regarde les résultats ici, PCV2, circovirus type 2, en fonction du type d'échantillon qui a été prélevé, on voit que la majorité des échantillons qui ont été faits, c'était sur du sérum. Les PCR ont été faits principalement sur du sérum. Mais au cours des dernières années, il y a quand même beaucoup de prélèvements qui ont été faits sur les fluides de castration. On est rendu à 254 dans la banque de données. Là. Ça, c'était en date d'il y a quelques mois, la compilation. Au niveau des tissus ensuite, puis au niveau de la salive, c'est là qu'on a eu plus de PCR qui ont été faits. Si on regarde les résultats, ce qu'on voit, c'est que c'est dans la salive qu'on retrouve le plus de positifs, avec 70% des échantillons positifs. Par contre, versus environ là, 15 à 30% dans les autres types d'échantillons, puis dans le colostrum, c'était très faible. C'est un peu explicable par le fait qu'un échantillon de salive, c'est aussi un échantillon d'environnement en même temps. On analyse l'animal, les animaux qui vont aller s'attaquer à la corde sur laquelle on va collecter la salive. Mais ces animaux-là, ils ont aussi, eux, fait un bon screening de ce qu'il y avait dans l'environnement avant de mâchouiller la corde. Ça nous donne des échantillons un peu de l'environnement. Puis comme j'ai dit, le virus est très résistant dans l'environnement, fait que c'est probablement ce qui explique les prévalences élevées à ce niveau-là. Mais ce qui m'attire mon attention particulièrement, ce n'est pas juste les cas positifs, mais vraiment les forts positifs. Puis là, ce qu'on voit, c'est qu'on voit que sur les fluides de castration, entre autres, c'est habituellement très, très faible. Puis dans ce cas-là, les cas qui étaient fortement positifs avec des CT de plus de 25 ont principalement été associés à des fermes où on a eu des problématiques de circovirus en pouponnière, puis parfois aussi des diminutions de performance dans les troupeaux reproducteurs. Donc, ça, c'est pour le PCV2. Si on regarde le PCV3 maintenant, le même genre de tableau, bien, on voit qu'on a un peu moins d'échantillons au total, mais quand même des sérums 586 jusqu'à maintenant, 240 fluides de castration. On voit que dans les fluides de castration, la prévalence est très élevée. Là, on est à 95% des échantillons qui sont positifs, donc ça semble normal de trouver du PCV3 dans pratiquement toutes les fermes. Même chose pour la salive, probablement pour les mêmes raisons citées plus tôt, la résistance dans l'environnement.
Par contre, quand on regarde contrairement au PCV2, on voit que si on parle de CT qui sont élevés, là, qui sont fort positifs, donc en bas de 25, on est à 23 des échantillons. Ça, c'est quand même assez élevé. Puis, encore une fois, les fermes où on a suspecté peut-être l'implication de cette maladie-là, ils faisaient tous partie de ce groupe-là. Par contre, il y a d'autres fermes qui ont des très bonnes performances et qui avaient quand même des PCR moyennement forts. Donc, il y a encore de l'investigation à faire de ce côté-là. Maintenant, si on regarde le PCV2 par type de ferme, ce que je voulais montrer, c'est que plutôt que de le classer par type d'échantillon, j'ai vraiment été par la catégorie de ferme. Ce qu'on peut voir ici, c'est que l'endroit où on retrouve le moins de virus, de circovirus type 2, c'est en pouponnière. Donc, dans les unités de pouponnière, on était à 6 des échantillons positifs, puis à seulement 1 des échantillons fortement positifs, puis même 1 d'échantillons moyennement positifs, donc très peu de positifs en pouponnière. À mon avis, en pouponnière, on ne devrait pas retrouver de circovirus type 2. Au niveau des maternités, des forts positifs, il y en avait, c'est 0 donc c'était des exceptions. Encore une fois, on n'est pas supposé retrouver de circovirus. Si on a des troupeaux stables, on va retrouver du circovirus principalement en engraissement. Puis si on a vacciné les animaux avant, on va avoir un contrôle. On ne devrait pas en retrouver en maternité. Si je regarde sur le total d'environ 1700 échantillons qui avaient été prélevés pour du circovirus type 2, si je regarde par ferme, ces échantillons-là provenaient de 305 fermes au total. Puis on arrive pas mal aux mêmes conclusions. Quand on regarde par ferme, là, dans le fond, on a grosso modo 25 des pouponnières qui sont positives, mais c'est très peu, c'est 6-7 des pouponnières où on trouve beaucoup de virus. Donc, normalement, en pouponnière, on s'attend à trouver beaucoup moins de virus. Je vais maintenant vous parler rapidement du PCV3 par type de ferme. Là, encore une fois, on voit que c'est en maternité qu'on en retrouve le plus, avec 75 des échantillons positifs. Par contre, il y a quand même 14 des échantillons qui sont fortement positifs. Donc, ici, c'est là qu'on est en train de faire des investigations là, sur ces échantillons-là. C'est souvent des fluides de castration, là, comme on a vu plus tôt. Puis sur les 900 échantillons qui ont été prélevés, ça provenait de 191 fermes différentes. Puis ça, c'était la répartition. Là, je vais passer rapidement, le temps file, mais juste pour vous dire encore une fois qu'il y avait très peu d'échantillons fortement positifs en pouponnière, finition. On voit que c'est quelque chose qu'on veut investiguer principalement au niveau des maternités. Puis enfin, avant-dernière diapositive, la tendance du PCV2 et du PCV3. Ce qui est intéressant, j'ai fait une compilation par année du nombre de résultats positifs qu'on avait eus. Si on part pour le PCV2 en 2017 jusqu'à 2020, on avait en moyenne 20 à 30 des échantillons qui étaient positifs. Même chose pour l'année 2021. Par contre, si on regarde le nombre d'échantillons qui étaient fortement positifs, en 2017, il n'y en avait aucun. En 2018, 2019, 2020, on était entre 1,5 et 2,3 En début 2021, pendant les 3 premiers mois, on est passé à 5,5 Donc, on a vraiment senti qu'il y avait un peu quelque chose qui se passait, puis on a d'ailleurs eu plus de cas cliniques. Il semble que dans les 3 derniers mois, ça redescend un peu, mais il y a quand même du suivi à faire au niveau du PCV2. Puis je crois que c'est important là, de faire un bon suivi au niveau des troupeaux reproducteurs. Si on parle du PCV3, à ce moment-là, on est parti au début, en 2018, il y avait 0 de forts positifs. 2019-2020, 5 à 10 puis on est maintenant rendu là, à 11-12 Donc, encore une fois, on voit une augmentation de la prévalence de ce virus-là, puis surtout des échantillons fortement positifs. Donc, on se questionne là, sur l'implication clinique, puis on veut faire un suivi de près dans la plupart des troupeaux reproducteurs. Dernière diapositive, c'est un petit tableau juste pour vous expliquer un peu ce qu'il y en est au niveau des tests de laboratoire qui peuvent être faits. Je ne vais pas aller en détail dans le tableau, mais j'ai monté un tableau, puis je pense que l'important, c'est d'en parler avec votre vétérinaire. En vert, ici, j'ai mis grosso modo le type de tests qui peuvent être des tests préventifs qui peuvent être faits. En rouge, c'est plus les tests de diagnostic qui vont être faits. Mais ça, sur quoi je voudrais attirer votre attention, c'est je pense que la prévention, c'est ce qui est le plus important.
Probablement une des meilleures façons de le faire pour le PCV2, c'est les fluides de castration sur les truies qui sont faciles à prélever, qui est un prélèvement mensuel qui nous permet de savoir si notre maternité est bien stable. Ensuite de ça, on peut faire des sérums ou des salives en pouponnière parce qu'on ne devrait pas retrouver de virus dans les pouponnières, à mon avis. Puis, si on veut être certain de bien protéger les animaux pour la phase de finition, bien, on peut toujours aussi faire de la sérologie en finition, en pouponnière, en fin de pouponnière, pour s'assurer que nos programmes vaccinaux fonctionnent bien et qu'on a une bonne réponse vaccinale. Ensuite, pour ce qui est du PCV3, bien, je pense qu'aujourd'hui, la prévention, l'investigation se fait principalement au niveau des maternités. Puis les fluides de castration, c'est un bon médium là, pour faire cette prévention-là. Donc, sur ça, ça complète un peu les points que je voulais aborder avec vous sur le circovirus. Puis, on va passer à la période de questions. Je vous remercie pour votre attention. Karine, tu peux revenir avec nous si tu es toujours en ligne. Là, Je t'invite, si tu as des éléments de réponse sur les questions, à y aller. Puis, il y avait aussi peut-être des questions là, sur l'influenza qu'on pourra revenir par la suite. Première question ici, quelle est l'approche pour une ferme seule, pas dans un... Ben, ça, c'était une question sur l'influenza que je vais te poser, Karine. Justement, quelle était l'approche pour une ferme qui serait seule et qui n'est pas dans un réseau et qui veut se faire un vaccin autogène? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce qu'elle devrait réseauter avec d'autres fermes pour avoir plus de souches ou est-ce qu'une seule souche, c'est valable? D'où mon commentaire à propos des vaccins régionaux. J'y crois beaucoup. Je crois que c'est là où on est rendu, mais ce n'est pas nécessairement facile. Je pense que la première étape pour une ferme comme ça, c'est d'au moins savoir qu'est-ce qui circule sur leur ferme, puis d'être en communication à travers leur vétérinaire avec ce qui circule dans la région. Au moins, si on dans la ferme, ils mettent ça, oui, ça vaut la peine d'encore faire un vaccin autogène avec une souche de ce qui circule sur la ferme, mais ça ne va pas prévenir d'autres souches de rentrer. Donc, à ce moment-là, on commence à parler de vaccin régional. C'est un peu plus compliqué. Mais c'est à travers les cliniques vétérinaires, je pense qu'on c'est pas encore, même à travers, avec ça, c'est pas nécessairement facile, mais si on est capable d'avoir un lien avec une autre ferme, soit leur fournisseur de cochettes ou où ils envoient leurs cochons, si la souche peut être trouvée dans un de leurs flots, ou s'il y a un lien avec la personne, par exemple, les services qui viennent sur sa ferme, des choses comme ça, il y a moyen d'aller chercher d'autres souches et de les rajouter dans le vaccin. C'est bien. Ben, c'est ce qui est fait actuellement. Puis peut-être que je peux rajouter là-dessus, là, au Québec, entre autres, là, il y a une initiative du MAPAC actuellement là, où ils subventionnent, ils financent du diagnostic. Déméter, on avait déjà commencé de notre côté là, à se servir de budget qu'on avait été chercher de commandites de compagnies pharmaceutiques pour faire plus de diagnostics sur l'influenza. Le MAPAC vient de lancer un projet similaire pour ramasser le maximum de souches pour être en mesure d'essayer d'aller vers des vaccins provinciaux. Donc, je pense que c'est bien que les producteurs participent, fassent du diagnostic parce que s'ils mettent en évidence les souches qui sont dans leur ferme, bien, il y a plus de chances que ces souches-là soient sélectionnées éventuellement pour faire partie d'un vaccin régional. Puis peut-être également, comme tu disais, il y a des liens, il y a des clients avec lesquels on travaille qui ont des pyramides de génétique qui vendent des reproducteurs puis qui vont faire des liens entre leurs différents clients à qui ils vendent des cochettes pour faire un vaccin qui va représenter le maximum de souches qu'ils peuvent retrouver dans leur clientèle pour bien préparer ces cochettes-là. Fait que c'est des exemples de liens qui peuvent être faits pour l'utilisation d'un vaccin autogène. Ensuite, petite question sur le circovirus. Est-ce que des vaccins PCV2 et PCV3 sont ou seront disponibles? Bon, ça, c'est une bonne question. Pour l'instant, il n'y en a pas à notre connaissance. Pour ce qui est des vaccins PCV2, bien, il y en a déjà beaucoup, oui, de disponibles, mais des combinaisons avec le PCV3, il n'y en a pas pour l'instant. Aux États-Unis, par contre, là, il y a des gens qui ont fait, en utilisant la technologie Sequivity, qui peuvent avoir fait des vaccins combinés, là, PCV2 et PCV3, ça peut avoir été fait, mais il n'y a pas de vaccin commercial qui est disponible pour l'instant. J'avais une autre question qui était qu'est-ce que l'acronyme CT? Dans le fond, quand on parlait des PCR, là, un CT, c'est le nombre de réplications qui a été fait avant de réussir à isoler ou à identifier là, le matériel génétique dans un échantillon. Donc, c'est pour ça qu'on dit plus le résultat est faible, plus il y a du virus dans l'échantillon. C'est-à-dire qu'on a juste besoin de faire quelques
réplication, puis on détecte rapidement le matériel génétique. Tandis que quand on est rendu à des CT élevés là, de 35 et plus, ça veut dire qu'on a eu besoin de multiplier plusieurs fois l'échantillon original avant d'être capable de détecter une quantité de virus dans l'échantillon. Donc, j'espère que ça répond à la question, si c'est le cas. Sur ce, ben, je crois qu'on a dépassé un peu notre temps de quelques minutes. Fait que je pense que ça fait le tour des questions principales. S'il y a d'autres questions, là, on vous invite à nous envoyer vos questions. Ça va nous faire plaisir d'y répondre, que ce soit là, en vous contactant directement au travers du Facebook de Pig Channel. On peut vous revenir avec des réponses à vos questions. Puis, ben, on vous encourage là, à contacter les vétérinaires de l'équipe d'émetteurs pour les clients du Québec. Ça va nous faire plaisir là, de discuter plus en détail de la situation dans votre ferme, puis des approches qui peuvent être faites là, pour s'assurer d'un contrôle puis de la prévention du circovirus type 2, type 3 principalement. Avant de conclure, je voudrais aussi, ben, premièrement, remercier Karine pour son implication, puis sur le partage d'informations qu'elle nous a fait sur l'influenza. C'est très apprécié. Je voudrais remercier encore une fois là, notre partenaire vedette aujourd'hui, ZenPro. C'est toujours apprécié, puis c'est grâce à ces partenaires-là qu'on peut prendre le temps puis avoir les ressources là, pour préparer ces présentations-là. Autre point important, je voudrais vous dire que les prochains webinaires du Pig Channel vont avoir lieu là, à l'automne, probablement fin septembre, octobre. Par contre, d'ici la fin du mois d'août, sur le site de Pig Channel, le site web de Pig Channel, vous allez avoir l'information, puis les présentations vont être annoncées. Vous pouvez toujours aussi aller sur le Facebook de Pig Channel, sur le groupe de partage Facebook, où il y a des discussions, puis les annonces sont faites régulièrement. Comme je disais plus tôt, c'est là aussi où on va annoncer les gagnants là, des prix de présence plus tard la semaine prochaine. Puis, dernier point, ben, vous pouvez toujours revoir les présentations si vous connaissez quelqu'un, si vous voulez revoir une partie des présentations avec des employés de ferme, d'autres producteurs, où vous avez manqué une présentation passée du Pig Channel, vous allez sur le site web, puis les présentations sont disponibles environ 1 à 2 semaines après l'événement principal. Les présentations sont disponibles pour être revues, visionnées à n'importe quel moment. Donc, je vous remercie. Merci, Karine. Merci de votre attention. Puis, on vous attend pour un prochain Pig Channel plus tard cet automne. Bonjour. Merci.